Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une série dont j'ai envie de vous parler depuis très longtemps. Alors du coup vous savez comment ça se passe. Comme c'est une série qui est sortie depuis très longtemps et j'en ai pas encore parlé jusque là, donc ça fait déjà 3 saisons du coup. Dans un premier temps je vais vous présenter la série, ensuite je vais vous parler un petit peu du matériau d'origine. Et ensuite très rapidement je vais vous dire ce que j'ai pensé des 2 premières saisons pour ensuite attaquer à la 3e puisque après tout c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Bref, sans plus tarder une seule seconde, on est parti pour une nouvelle critique, certes très tardive, mais bon, mieux vaut tard que jamais, dit-on. On est parti pour une toute nouvelle critique consacrée à la meilleure série de tous les temps, voire même la meilleure série que Game of Thrones. Oui monsieur, je signe et persiste. The Boys. Ok, alors The Boys Kezako. Eh bien à la base, c'est une bande dessinée américaine créée par Garth Ennis, un scénariste très talentueux qui a déjà travaillé sur le Punisher, Hellblazer et Preacher, cette dernière étant également adaptée en série télévisée. Et du côté du dessin, parmi tant d'autres dessinateurs, nous avons principalement Darick Robertson, qui pareil a déjà travaillé sur le Punisher et surtout Transmetropolitan. Son principe, démystifier les super-héros, qu'on appelle également les super, car si d'apparence ces super-héros sont des modèles à suivre, car ils œuvrent pour la justice, sauf la veuve et l'orphelin et autre chose encore, eh bien, en réalité, ce sont des êtres plus ou moins super puissants, mais toutefois irresponsables, car disons-le franchement, tout ce qui touche à la justice et à l'humanité, ils en ont rien à branler, ce qui cause la plupart du temps des excentricités qui coûtent la vie des civils innocents. Et c'est là qu'une brigade spéciale de la CIA, spécialiste en broutilles super-héroïques, intervient pour régler ce même type de broutilles. On les appelle les petits gars. Nous entrons donc dans un univers où les super-héros, enfin la majorité des super-héros, sont littéralement des super-vilains qui ne pensent qu'à leur gueule, et parfois redorer leurs images, dans un but, comment dire, marketeux. Bref, ce serait trop long à vous raconter, mais même si ce n'est pas mon comics préféré, moi mon préféré ce sera encore et toujours le Punisher, et bien moi, à titre personnel, ça m'a pas empêché de l'apprécier, car disons-le franchement, ce comics est bourré d'audace. Il y a de l'histoire, il y a des personnages, du combat, du sang, du cul, voire même beaucoup de cul, il y a du trash, mais vraiment dans le genre vomi corrosif, c'est bourré d'humour noir, comme moi je les aime, des parodies de certains personnages, comme par exemple le principal antagoniste, le protecteur qui ici fait office d'un Superman blond, et d'autres personnages iconiques comme par exemple les X-Men, les jeunes titans, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Bref, au-delà d'être une satire politique, c'est surtout un bon moyen de déconstruire un mythe créé autour de ces personnages iconiques de l'histoire de la bande dessinée super-héroïque, au point de carrément les ridiculiser. Bref, même si le côté trash peut en rebuter plus d'un, ça ne l'empêchera pas d'avoir droit à une adaptation cinématographique qui malheureusement n'a jamais abouti, et bien plus tard, en 2019, une série télévisuelle créée par Eric Crick, j'espère avoir bien prononcé ce nom, avait le jour sur Amazon Prime, et sans aucune surprise, c'est le succès immédiat. Nous savons déjà qu'en termes de production super-héroïque, que ce soit cinématographique ou télévisuelle, Marvel domine le game, notamment depuis la saga Spider-Man de Sam Raimi et même les X-Men, et surtout, c'est à partir du moment où le MCU a été lancé, enfin ça a pris plus de temps depuis sa création, soit depuis 2008, et depuis Avengers premier du nom, ça a vraiment explosé, et depuis on reçoit plus ou moins les mêmes types de productions. Dans la plupart des cas, on a toujours présenté les super-héros comme modèles, comme justiciers, comme sauveteurs de la veuve et l'orphelin, avec certes parfois un passé douloureux, mais une fois que les super-héros deviennent ce qu'ils sont actuellement, ils ont toujours été présentés comme des modèles au point d'en faire des produits dérivés, genre des jouets, des jeux vidéo, des films, et tout le tatouage qui va avec. Et bien ici dans The Boys, c'est carrément opposé, dans le sens où des super-héros deviennent vraiment des super-vilains quand ils ne se présentent pas devant la télévision pour faire des pubs ou pour faire des interviews ou sauver des gens en direct. Non, ici dans The Boys, c'est carrément une déconstruction du mythe de super-héros du modèle qu'il était censé être. Et ici, tout n'est pas rose. Ici, les super-héros, bon, ils ont leurs faiblesses, évidemment, parce que ce sont des humains avant tout. Mais parfois, ils se tapent des tas de délires. Comme par exemple, il y a des moments où ils organisent des orgies. On va y revenir un peu plus tard. Et c'est ce qui sera prononcé de la 3e saison. Ils vont faire genre, ils vont sauver des gens, alors qu'en vrai, ce sont des meurtriers. Il y a des fois où ils s'en battent les couilles même. Ils sont tellement puissants au point qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs aux humains normaux. Et c'est ça qui sera représenté dans le personnage de Homelander. On va y revenir un peu plus tard. Il y a des super-héros qui ont été ridiculisés. Il y a des super-héros qui se font démonter, qui se font même exploser. Et c'est ça aussi que j'apprécie dans cette série parce que niveau visuel, on est vraiment dans du trash. C'est gore par moments, c'est dégueu. Il y a même des scènes de cul. Enfin bon, c'est pas aussi nombreux que dans la série, que dans le comics évidemment. Et pour parler de ça rapidement, non, il y aura pas autant de cul que dans le comics. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'aime cette série davantage que Game of Thrones parce que bon, autant Game of Thrones, il y a pas mal de moments épiques, il y a pas mal de tragédies, il y a pas mal de cul aussi. Mais voilà, je trouve que trop de cul, ça tue un peu le truc. Et c'est pour ça que je regarde pas Game of Thrones aussi souvent que The Boys. Et ici dans The Boys, tout est équilibré. Bon, il y a des scènes de cul, bon, c'est pas aussi explicite que ce qu'on aurait pu imaginer, à part 2-3 épisodes dans toute la série, qui comporte 3 saisons, je vous le rappelle. On est plus centré sur la satire des personnages, on est plus centré sur les personnages, voire même davantage que l'histoire en elle-même. Parce que moi, quand je regarde The Boys, ce n'est pas vraiment pour son scénario que je regarde, même si, bon, ça a quand même
c'est tout de même une critère primordial pour l'avancement des événements, mais c'est surtout pour les personnages que j'aime beaucoup, et Dieu sait qu'il y en a plusieurs. Et plutôt que de vous faire une longue liste de tous les personnages, parce que bon, il y en a plusieurs, je préfère vous révéler de tout ce que j'ai préféré. À commencer bien entendu par Karl Urban dans le rôle de Butcher. Franchement, lui, il est vraiment bien dans ce rôle. Il a à peu près le même caractère que le Butcher des comics, à savoir que c'est vraiment un connard fini, qui déteste à tout prix les super, qui veulent les éradiquer jusqu'au dernier. Une fois que tu as pris connaissance de son passé, bah, tu comprends un peu ce qu'il ressent, tu as pas mal d'empathie pour lui. La plupart du temps, c'est une véritable brute, il a un regard qui vous fusille, qui ici est encore plus expressif par rapport aux comics, encore une fois. Mais bref, Billy Butcher, c'est vraiment l'anti-héros par excellence, et j'aime bien ces relations qu'il entretient avec Yugi, ou Yui, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, je sais qu'en version française ça se prononce comme ça, mais bref. Yui qui ici est en quelque sorte le héros de la série, puisque c'est quand même sa copine qui se fait exploser par A-Train, un super-héros. T'as vraiment de la peine pour ce personnage, mais au fur et à mesure, il a fini par se reconstruire. Il essaie de se reconstruire, notamment avec la relation qu'il aura avec Stella, une autre super-héroïne qui fait partie des 7. Bref, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime également le personnage de Kimiko. Bon, le personnage du français, bon, je le sens un peu moins, même si bon, il est pas mal comme personnage. J'aime beaucoup Kimiko, qui ici est interprétée par Karen Fukuhara, qui est un tout petit peu la tarée de la bande, même si déjà elle ne parle pas, elle a un passé très douloureux, elle est très brutale. C'est même la plus violente de la bande, conformément aux comics. Mais voilà, j'aime beaucoup ce personnage parce que même si elle ne parle pas beaucoup, elle fait des gestes pour s'exprimer, rien que ces gestes, tu arrives à comprendre ce qu'elle veut dire. Tu prends plaisir à la regarder, c'est vraiment un personnage très attachant. Et tu n'as qu'une seule envie, c'est de te lier d'amitié avec elle, tellement elle est vraiment différente des autres personnages. Mais moi, mon personnage préféré, notamment du côté de The Boys, c'est la Crème. Alors la Crème, c'est un personnage auquel je me sens un peu le plus proche parce que c'est vraiment le personnage le plus assachi de la bande, c'est vraiment comment dire, le modérateur du groupe. Il est plutôt posé comme gars, même si la plupart du temps, il pète les plombs, et pour de bonnes raisons. Par contre, il y a son histoire avec sa fille, il y a son histoire avec ce qui s'est passé avec The Boys avant même que la série ne commence, notamment avec leur chef, Mallory. Et voilà, niveau carrure, il en jette, niveau voix, il s'impose. Il a vraiment un charisme au point où j'aimerais vraiment que ce soit mon grand frère, quoi. C'est quelqu'un de très organisé, c'est quelqu'un de très carré. Bref, il y a des tas de raisons pour lesquelles j'aime beaucoup la Crème, et voilà, je pense que je vais vous en dire davantage un peu plus tard. Du côté des 7, soit les principaux antagonistes de la série, enfin, il y en a certains qui sont plus ou moins protagonistes qu'antagonistes. On va commencer bien entendu par la Reine Maeve, qui est vraiment incroyable là-dedans, franchement j'ai beaucoup aimé son personnage. On a affaire ici à une espèce de Wonder Woman qui est complètement aigrie, qui passe son temps à picoler, qui passe son temps à rembarrer des gens, à vraiment se la péter. Il y a également le personnage de Stella, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Alors encore une fois, j'apprécie la relation qu'elle entretient avec Yui, mais c'est surtout son caractère son côté féministe qui ne se laisse pas faire, qui ne veut absolument pas porter un costume sexy. Enfin, son background à elle, c'est qu'elle a toujours rêvé de faire partie des 7, et pourtant, il s'est passé des choses, dont je vais pas vous spoiler ici, mais qui font que, au départ, elle en a vraiment chié, mais bon, elle a quand même réussi à rebondir, si je puis dire. En tout cas, je l'ai senti dans la première saison, dans la seconde, un peu moins, mais dans la troisième, par contre, elle était vraiment incroyable. Elle a pris un revirement tel que perso, on s'y attendait un petit peu, mais en fait, pas du tout. Tu as également le personnage de Chase Crawford, que j'ai connu en tant que Nathaniel Archibald, dans Gossip Girl. Et dans le rôle de l'homme poisson, bon, je dois vous avouer que la première fois, j'étais un peu réticent parce que, bon, d'habitude, je vois plus ce gars comme quelqu'un de très beau, quelqu'un de très droit dans ses bottes, notamment à cause de Nate Archibald. Et plus les saisons s'enchaînent, plus j'ai fini par m'apprécier au personnage parce que bon, même si au début de la série, bah, il a été un connard quand même, et c'est vraiment conduit comme un con, il a fini par le payer, et donc au fur et à mesure, il va finir par se reconstruire un petit peu, mais c'est quelqu'un qui lèche les bottes du Homelander. La plupart du temps, il démontre ses tendances zoophiles. Ça, par contre, c'est un peu tordu, mais bon, de base, c'est une série qui est censée être immorale, donc pourquoi pas. Moi, perso, j'ai trouvé ça rigolo, même si, dans le fond, c'est plutôt tordu, mais attention, je ne cautionne pas la zoophilie, bien entendu. Mais bref, plus les saisons s'enchaînent, plus j'ai fini par apprécier le personnage de Chase Crawford, et franchement, ils auront pris le même doubleur que pour Nate Archibald. Et rien que ça, c'est un personnage que j'aime suivre. Et puisqu'on en a parlé tout à l'heure, le personnage sans qui la série n'aurait aucun intérêt, le Protecteur. Comme je vous l'ai dit, le Protecteur, c'est carrément le Superman, qui pour le coup est devenu blond et qui a pour cap le drapeau de l'Amérique, ce qui signifie clairement qu'il est de droite, donc du côté des Républicains. C'est un personnage carrément tendant. Alors ok, c'est l'antagoniste principal de la série, mais pourtant, je me suis jamais autant attaché à l'antagoniste tellement il y a des scènes vraiment mémorables avec lui. Tous les moments où il pète des câbles, tous les moments où il lui présente des faiblesses, notamment lorsque
tel personnage est préféré par rapport à lui. Il y a vraiment du délire avec cette histoire de lait. Il va même boire du lait dans un biberon ou même dans un seau plus tard. Tu prends plaisir à regarder presque toutes ces extravagances. Bon, il y en a quelques-uns, bon, c'est un peu hardcore, mais ce personnage est tellement délirant que c'est impossible que tu puisses ne pas continuer la série sans lui. Et l'acteur qui l'interprète, c'est-à-dire Anthony Starr, je trouve que vraiment il porte très bien le rôle du protecteur. Alors, je sais que précédemment, il avait joué dans une série, Banshee, que j'ai pas encore vu, mais après ce que j'ai vu avec The Boys, ben, je pense que je vais m'attarder sur cette série. Et c'est sans oublier sa fabuleuse voix française, à savoir Jérôme Pauwels, que j'aime beaucoup depuis qu'il a interprété Steve Stifler dans American Pie. Donc franchement, respect à ce mec parce qu'il a très bien compris l'essence du personnage de Homelander, du personnage d'Anthony Starr. T'as l'impression que des fois, par moments, il surjoue, t'as l'impression que des fois, il a un ton parfois très hautain. Et franchement, le protecteur, version française, ça rend vraiment très bien. Bref, le protecteur, incontestablement, le meilleur personnage de toute la série et également l'un des meilleurs antagonistes de l'histoire de la télévision. Avec entre autres Gus Fring. Et puisqu'on parle de Gus Fring, son interprète, Giancarlo Esposito, ici dans cette série, il incarne Stan Edgar, soit le PDG de Vought, l'entreprise qui sert à à construire, entre guillemets, des super-héros. Donc l'entreprise avec laquelle tout a commencé. Alors, on peut pas vraiment comparer Stan Edgar à Gus Fring parce que, bon, ce sont quand même des rôles différents, même si ce sont tous les deux des antagonistes. Mais pareil, je prends plaisir quand même à suivre ce personnage. Et c'est pareil pour le personnage d'Elizabeth Shue qui, elle, sans vouloir vous spoiler, n'a pas vraiment tenu longtemps. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Dans le rôle d'une directrice marketing, je crois que c'est ça son métier, qui fait également office de garce, parce que oui, disons-le franchement, c'est une connasse qui se la pète, qui veut absolument que tout se passe comme elle le désire. Elle est également la figure maternelle de protecteur, et j'aime beaucoup les relations qu'ils entretiennent tous les deux. Et bref, avec toutes ces histoires de personnages, j'ai complètement oublié de vous dire ce que j'ai pensé de cette saison. La première saison, franchement, c'était vraiment une grande surprise. Comme je vous l'ai dit, la déconstruction des super-héros qui aide beaucoup. Mais en plus de ça, c'est vraiment tordant par moment. Je pense notamment à une scène où par exemple, le protecteur, il est en train de filmer un documentaire où il raconte sa vie. Cette histoire de serviette, c'était carrément marrant. La manière dont les boys se construisent. Alors, c'est autre chose que j'aime avec cette série. Je me souviens avoir dit dans une très lointaine vidéo qu'il fallait que je finisse de lire le comics avant de poursuivre la série, de vous parler de cette série. Et c'était une grave erreur parce que cette série est vraiment un bon exemple de ce qu'est une véritable adaptation. Parce que oui, même si tu reprends les personnages, même si tu reprends leur caractère, et même si tu prends la trame, une partie de la trame principale du comics, la véritable force de cette série, c'est qu'elle réussit à s'affranchir, que ce soit en termes de ton, en termes de contenu, de nudité, que ce soit en termes dramatiques. Il n'hésite même pas à changer, à désordonner un peu ce qui s'est passé dans les comics. Évidemment, il y a pas mal de références aux comics, mais bon, ce n'est pas vraiment dérangeant dans le sens où ça se voit pas trop, même si, bon, les fans du comics vont s'en apercevoir. La plupart du temps, c'est vraiment très subtil. Mais bref, même si tu as fini le comics, même si tu as feuilleté quelques pages histoire de voir ce qui s'est passé à la fin, eh ben, cette série te dit que ça va pas se passer comme ça. Il y a tellement de changements que tu t'attends à une autre fin que celle-là, et tu vas te dire que ça va peut-être mieux finir que dans le comics, ou alors pire que dans le comics, ça dépend comment ils vont présenter la chose. Mais bref, la première saison c'était une grande surprise, la seconde est presque aussi bonne, ne serait-ce que par rapport aux extravagances du protecteur. On te propose des thématiques, notamment le concept de la race supérieure, à travers des idéologies nazies représentées par Stormfront. Stormfront, c'est comme ça que ça se prononce. Et voilà, comme c'est une saison que j'ai pas encore revue, donc je veux pas vous en parler davantage, mais par contre la troisième... c'est une véritable claque. Dans cette troisième saison, les extravagances de Homelander sont encore plus poussées. C'est bourré de plans iconiques. Il y a certains personnages qui sont plus mis en avant par rapport à d'autres. Même si à la fin, c'est un peu... ça a été un peu délaissé. Je pense par exemple à mon gars sûr, la crème, qui a vraiment un droit à son heure de gloire. Même si, encore une fois, vers la fin, il a été un peu mis de côté. Tu as également de nouveaux personnages qui sont arrivés. Je pense bien entendu au petit soldat, qui est carrément le Captain America de la série. Au fur et à mesure de l'épisode, j'ai fini par l'apprécier, même si, bon, c'est quand même un méchant, enfin, un neutre, je sais pas comment... Je peux pas vraiment vous dire ce qui se passe vraiment dans cette saison. Mais en tout cas, l'acteur qui le joue, franchement, il porte très bien ce rôle. Je me rappelle plus de son nom, je vais vous l'écrire quelque part par ici. Et voilà, il se passe des tas de choses dans cette saison. Évidemment, le meilleur épisode demeure l'hérogasme, soit l'épisode où toutes les folies sont permis, carrément. Et même si les deux autres épisodes qui ont suivi ont été de moindre qualité, eh bien... ça n'empêche quand même pas que cette saison est la meilleure tout simplement parce que je les ai dévorés sans aucun répit. Les scènes d'action sont vraiment incroyables, les effets spéciaux, bon, je peux pas vraiment dire que c'est les meilleurs effets spéciaux, mais franchement, pour une série comme ça, franchement,
c'est vraiment de bonne qualité. Et les mises à mort, ah là là les gars, les mises à mort c'est vraiment créatif, mais vous pourrez même pas comprendre. Bref, je pense que je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, The Boys, une chose est sûre, plus les saisons s'enchaînent et plus j'apprécie cette série. Et avant de passer à la partie spoil, un autre truc que j'aimerais ajouter, si dans les 2 précédentes saisons, le The Boys, en aucun cas, ils ne prennent de composé V, parce qu'encore une fois, c'est sur cet autre point que la série réussira à s'affranchir par rapport aux comics, et bien ici, dans la saison 3, comme on l'a certainement vu à travers l'affiche, on voit clairement que Butcher va obtenir des pouvoirs, notamment grâce au composé V, qui lui permet d'avoir des pouvoirs, temporaire, il faut le préciser, puisque oui, le composé V temporaire, c'est quand même de la merde. Voilà, je préfère ne pas vous en dire davantage, donc si ce n'est pas encore fait, je vous recommande d'aller voir cette série, évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, donc j'espère vous avoir donné envie de la voir. Tout le reste, bon, je pense que vous connaissez mon point de vue sur cette série. Maintenant, on va pouvoir se lâcher dans la partie spoil. Et attention, partie spoiler, c'est parti. Ok, alors, je sais que précédemment, je me suis trop attardé sur les premières saisons, mais il y a quand même plusieurs scènes qui m'ont marqué dans la série The Boys. Tu as par exemple le protecteur qui fait des baptêmes, la manière dont il a faussement baptisé Yui, bah, j'ai trouvé ça rigolo. Mais en fait, toutes les blagues concernant la religion chrétienne, c'est un truc que j'ai réussi à apprécier, et ce depuis Don Camillo. Pour rester un peu sur le protecteur, bon, tu as également une scène où il se prend à la fin de la saison 2. Ça pareil, j'ai trouvé ça marrant, tout en déclarant que c'est le tout-puissant protecteur et qu'il fait ce qu'il veut, tout en élastiquant sa courgette. Mais dans la saison 3, par contre, il s'est vraiment lâché. Alors, il y a plusieurs scènes que j'ai retenues, notamment lorsque il se parle à lui-même à travers un miroir, Travis, si c'est comme ça qu'il s'appelle, dans Taxi Driver. En fait, tout ce qui concerne le protecteur dans cette saison, franchement, c'était vraiment incroyable. C'est clairement la star de cette série. Du côté des boss, alors, comme vous en doutez, Butcher a gagné des pouvoirs, donc il a les mêmes pouvoirs que The Homelander, le protecteur, c'est-à-dire qu'il possède une force surhumaine, il peut tirer des rayons laser, ce qui lui permet de rivaliser avec le protecteur, et même le petit soldat, sauf que l'énergie, il sort carrément du buste, un peu comme Iron Man. Il y a également Yui qui a consommé du composé V, alors son pouvoir à lui, c'est se téléporter, mais en contrepartie, il se retrouve à poil à la fin, ainsi que toutes les personnes qu'il touche. Alors, en départ, je vais pas mentir, quand j'ai vu que les boys prenaient du composé V, je m'attendais à ce que ce soit vraiment abusif, mais en fait, pas du tout, puisque quand tu prends du composé V, tu as quand même des effets secondaires, comment dire, non négligeables. Comme par exemple, Butcher qui, à la fin de la saison, a fini par voir son cerveau un peu se ramollir. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Ça lui a collé de sérieux dommages, au point que les médecins ont fini par lui donner au moins 1 an et demi à vivre. Il a tellement abusé du composé V que ses jours sont comptés. Parce que oui, je suis pas très fan des théories, mais on sait déjà que Butcher va mourir à la fin de la série, donc ça, il y a vraiment aucun doute là-dessus. Parce que bon, comme tous les autres connards, il va finir par attraper le karma. Et c'est vraiment intéressant parce que ça va peut-être à la saison 4, dont à l'heure où je vous parle, le tournage a commencé. Eh bien, tu pourrais penser que plus personne du côté de The Boys vont prendre du composé V, parce que maintenant qu'ils ont conscience des effets secondaires qui s'avèrent létals, vont finir par te pourrir, mais littéralement. J'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que ça va éviter la redondance des scènes où les boys ont usé et abusé de leur pouvoir, ce qui n'est clairement pas le cas du Yui, étant donné qu'il a vraiment conscience des risques à prendre s'il prenait sa 3e ou 4e dose, ce qui au final a failli se faire, mais pas du tout en fait, parce que oui, au lieu de prendre le composé V pour libérer Stella de l'emprise du petit soldat, enfin, c'est pas vraiment comme ça se passe, mais vous avez compris l'idée. En fait, ce que je veux dire, c'est que au lieu de prendre le composé V, il a préféré utiliser son environnement à sa guise. Genre, il a augmenté les lumières pour donner plus d'énergie à Stella, au point que Stella, elle est capable de voler maintenant. Parce que d'habitude, Stella, c'est un personnage qui vole dans les comics, alors que dans la série, à aucun moment on ne l'a vu voler une seule fois, jusqu'au dernier épisode, bien évidemment. Et d'ailleurs, j'ai quand même quelques problèmes avec ce dernier épisode, parce que déjà, c'est l'épisode le moins bon par rapport à l'épisode 6, donc les orgasmes. Évidemment, le combat entre le protecteur et Maeve, c'était carrément violent. Mais moi, ce qui m'ennuyait, c'est plus... je trouve que les combats s'enchaînent un peu de manière aléatoire. Enfin, je veux dire, le découpage et la transition de certaines scènes, il y en a certains, parfois, c'est assez subtil à voir, mais il y en a d'autres... je sais pas, je sens pas du tout l'énergie là-dedans. Mais bon, les combats ont été quand même très violents. Mention spéciale à Homelander qui crève l'œil de Maeve au lieu de lui arracher la tête. Donc je suis bien content que Maeve a fini par prendre le dessus au protecteur, qui je le rappelle est censé être le plus fort de tous les super-héros. Et voilà, ce qui m'a ennuyé, c'est qu'à un moment je me suis préparé à la mort de Maeve, étant donné que c'est le dernier épisode dans lequel elle se lâche vraiment. Je me suis longtemps préparé, et pourtant, quand elle a fini par exploser avec le Soldier Boy, donc le petit soldat, je m'attendais à ce que les deux personnages soient désintégrés, et après, hop, c'est fini, on n'entend plus jamais parler de ces deux personnages. Mais non, pourtant, les deux ont survécu. Soldier Boy, il a fini par rentrer dans sa capsule, et Maeve, elle a survécu, ce qui en soi n'est pas si mal que ça, moi je trouve.
Mais en contrepartie, elle a perdu ses pouvoirs. Elle a perdu ses pouvoirs, mais par contre, elle est repartie vivre en compagnie de sa copine, quelque part très loin de la ville. Si ce n'est que pour faire un petit caméo, mais sinon, pour servir l'intrigue, je pense qu'on a déjà tout raconté à son sujet. Si les showrunners pouvaient laisser Maeve survivre comme ça, eh bien, moi, perso, ça me va, mais après, faut pas que le protecteur la retrouve parce que sinon, je vais péter un câble. Il y a aussi un autre problème, c'est par rapport au personnage de Ryan, soit le fils du protecteur, et donc le petit-fils du petit soldat, puisque le petit soldat, c'est quand même le père du protecteur. Bon, ce twist-là, par contre, c'est un détail dont je me fous un peu, mais bon, pourquoi pas, parce que bon, ça aide un peu pour donner un peu plus de trame par rapport à cette scène. À coup sûr, la saison 4 sera centrée sur Ryan, donc c'est vraiment intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de savoir comment est-ce qu'ils vont finir par faire tourner les choses. Celle-là qui a fini par intégrer les boss, je dois vous avouer, franchement, celle-là, je m'y attendais pas. Et je voulais vraiment vous parler de l'Hérogasme, soit l'épisode 6 de la 3ème saison. Franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs épisodes, si ce n'est pas le meilleur. Alors, évidemment, on retrouve plus de cul par rapport à d'habitude. On retrouve plus de délire dans le genre, par exemple, la crème qui reçoit du sperme en pleine gueule, mais de manière à la Scary Movie, tu vois. Alors, en temps normal, cette scène est censée me dégoûter, mais franchement, j'ai vu ça, mais j'ai vraiment crevé de rire, quoi. J'ai vraiment eu un fou rire, mais vous n'imaginez pas combien c'était bruyant, au point que même les voisins, ils viennent me frapper à ma porte pour me dire « Eh, du con, arrête de gueuler, on t'entend dans tout l'immeuble !» Bref, il y a ça, et également il y a le fait qu'il y ait des orgies. Bon, je dois vous avouer, je m'attendais à ce que ça aille un petit peu plus loin, mais pas tant que ça quand même. Et c'est ça le comble avec ce genre de scène, parce que quand tu as vu les orgasmes de la bande dessinée, et que tu as les orgasmes de la série, ça a été structuré de manière, comment dire, de justesse, mais en même temps, tu as envie d'en voir plus, quoi. Évidemment, on n'oublie pas le combat à la toute fin, genre le protecteur contre le petit soldat, contre Billy Butcher. Franchement, un des meilleurs moments de la série, et sans conteste le meilleur épisode. Du coup, je vais m'arrêter là, donc du coup, on est tous d'accord que c'est la meilleure saison de la série. Là-dessus, il n'y a aucun doute, en espérant que la saison 4 sera à la hauteur. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.